Donc, on va maintenant pouvoir commencer le programme de la soirée. La première présentatrice s'appelle Jacqueline Barbosa Januario. Et présentement, c'est une étudiante au doctorat en génie chimique. Elle va vous expliquer comment on fait pour transformer l'eau en vin d'érable. Apparemment, c'est quelque chose qui relève pas du miracle, mais plutôt du génie. Donc, je lui donne la parole. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour la présence de tout le monde ici ce soir. Je vais parler sur mon projet de recherche qui se concerne sur le sirop d'érable et aussi sur la fermentation. Alors, okay. Moi, je m'appelle Jacqueline Gilmara Barbosa Januário et j'étudie le doctorat en génie chimique à l'Université de Sherbrooke. Alors, ma présentation s'intitule avec « Transformer l'eau en vin d'érable par un miracle, mais du génie ». Alors, pour commencer, je vais vous rappeler l'importance du sirop d'érable. On sait qu'il est l'or blonde du Québec, parce que le Québec assure 72% de toute la production mondiale de sirop d'érable. Et ce produit, il apporte 1,1 milliard de dollars au PIB canadien. Alors, le sirop d'érable, il a une importance économique et culturelle. Mais pendant la production de sirop d'érable, peut arriver d'avoir des défauts de saveur. Et là, avec mon projet de recherche, on se demande quoi faire avec un sirop d'érable qui présente un défaut de saveur. Et là, la partie plus intéressante, pourquoi pas ne pas transformer dans une boisson délicieuse? Pour commencer, je vais vous expliquer comment c'est le procédé de transformation de l'eau d'érable jusqu'au vin d'érable. Par ici, je vais vous parler que pour la production d'érable arrivée, il faut avoir des températures très froides pendant la nuit et des températures plus élevées pendant la journée. Ça va faire qu'avec la température élevée pendant la journée, l'eau d'érable va couler. Et là, ça va nous permettre de collecter cette sève d'érable, l'eau d'érable, et faire la transformation. Au début, on va avoir une sève d'érable avec environ 2% de teneur en sucre et on va vouloir concentrer la sève d'érable. Alors, la première partie, on va concentrer la sève jusqu'à 15-25% de solides solubles, que c'est la quantité de sucre. Et à la suite, on va bouillir cette concentré pour arriver à 66 degrés Brix, qui c'est la quantité de sucre qu'il y a au produit fini. À la fin, on va filtrer le sirop d'érable et on va obtenir cet liquide précieux, le sirop d'érable. Pendant la production du sirop d'érable, après que tout le produit est fini, il va y avoir une vérification de la qualité du sirop d'érable. Les choses plus importantes pour le sirop d'érable est sa quantité de sucre, qui doit être de minimum de 66 degrés Brix. Mais le sirop d'érable, il est aussi classé par rapport à sa couleur. On va avoir, par exemple, les différentes couleurs de sirop d'érable, comme doré, foncé, très foncé. Et ça va être très lié aussi, non seulement à la couleur, mais aussi à la saveur du sirop d'érable. De plus de cette classification, on fait une analyse très spécifique pour la saveur. Parfois, on peut trouver des saveurs désagréables dans le sirop d'érable, qu'on ne veut pas consommer ce produit comme il est. Alors, on va avoir un sirop avec des défauts de saveur qui ne peut pas être commercialisé. Ça, c'est une grosse problématique dans l'industrie céricole, parce que, comme on peut voir ici dans cette graphique, dans l'année de 2023, par exemple, 15% de tous les sirops d'érable produits au Québec avaient un type de défaut de saveur. E ça apporte beaucoup de problématiques pour l'industrie céricole, parce que les coûts de production pour avoir un sirop de qualité et pour avoir un sirop d'érable déclassé, c'est la même chose. Mais les producteurs vont vendre son produit pour un coût beaucoup moins cher et ça va causer des problèmes économiques et aussi des pertes alimentaires. Les types de défauts de saveur, ils sont plusieurs. On a ici, par exemple, 6 types de défauts de saveur.
Ils sont liés, le nombre de défauts, c'est lié à son origine. On peut avoir, par exemple, les défauts naturels, microbiologiques, chimiques, techniques, bourgeons et filants. Le sirop d'érable bourgeon, c'est un sirop à la fin de la saison, quand la température augmente et un défaut pas agréable s'est produit. Et le sirop d'érable filant, c'est un sirop très visqueux. Et là, je vais aller plus en détail dans ces deux types de sirops parce qu'ils sont beaucoup souvent dans l'industrie. Alors, on a le sirop d'érable VR5, qui c'est un sirop qui s'appelle bourgeon, parce qu'il arrive à la fin de la saison, quand la température augmente. Alors, on va avoir des changements métaboliques dans les arbres d'érable, où les acides aminés vont augmenter dans la sève. Et là aussi, on va avoir, avec une température plus élevée, des développements de micro-organismes. Et ces micro-organismes, ils vont consommer le sucre présent dans le sirop d'érable et vont produire, pendant le chauffage de production, des composés désagréables pour la saveur, qui, même en petite quantité, peut déclasser le sirop et faire qu'il y a un défaut de saveur. Là, on a aussi le sirop d'érable VR6, qui c'est un type de sirop qu'on appelle filant. On appelle filant parce qu'il a une viscosité très élevée par rapport aux autres sirops d'érable. Et il est quand même dégueulasse pour manger. Personne ne veut manger ce sirop d'érable. Cet sirop, il a cette viscosité pour 3 facteurs. Augmentation de la température à la fin de la session, de développement, contamination microbiologique et aussi un temps de stockage très élevé avant les procédés pour produire le sirop d'érable. Ça veut dire que les producteurs vont collecter la sève d'érable, ils ne vont pas processer de tout de suite. Et ça va faire que les micro-organismes ont le temps de se développer, consommer le sucre et produire des polysaccharides, qui sont des sucres plus grands qu'on a normalement dans le sirop d'érable. Alors, quoi faire avec un sirop déclassé? Là, je viens avec mon projet de recherche sur la fermentation et je peux vous parler que la fermentation, c'est une transformation des sucres par des micro-organismes dans des produits désirables. Ici, par exemple, j'ai apporté des exemples. J'ai apporté des exemples, par exemple, les raisins, les thés, la farine, le lait, qui peuvent être transformés dans des produits beaucoup plus intéressants, comme la bière, les vins, les yaourts, des kombucha. Et là, on peut améliorer la conservation des aliments. Parce que pendant la fermentation, les micro-organismes vont produire des acides organiques qui vont diminuer le pH. Alors, on va avoir un pH plus acide qui va être une ambiance moins agréable pour le développement des micro-organismes, indésirables dans les cas. On peut améliorer aussi la saveur parce qu'on peut dire, par exemple, que c'est beaucoup plus agréable de boire du vin que manger des fruits comme les raisins. Ou, par exemple, les fromages, la bière, sont des produits avec une saveur supérieure. Et on peut améliorer aussi la qualité nutritionnelle parce qu'à la fin de la fermentation, il y a des produits qui restent avec des micro-organismes vivants, qui c'est le cas, par exemple, du kombucha, du kéfir, et qui peut apporter des bénéfices pour la santé. Alors, ils apportent aussi une amélioration nutritionnelle. On a plusieurs des facteurs qui sont importants pour la fermentation. Ici, je peux vous montrer, par exemple, les micro-organismes, les sucres, les facteurs chimiques et physiques. Les micro-organismes sont essentiels pour la fermentation parce que c'est eux qui vont transformer les sucres dans des produits désirés. On va avoir les sucres qui, dans le cas de ce projet, ça va être le sirop d'érable. Et on a des facteurs chimiques comme la quantité de nutriments. On a, par exemple, la présence ou l'absence d'oxygène. Et comme facteur chimique, je vais vous donner un exemple qui c'est, par exemple, la température. Là, on va avoir les procédés de fermentation et on va avoir plusieurs des métabolites intéressants, comme l'éthanol, les acides organiques, et parfois, on va avoir aussi les sucres résiduels qui vont donner la saveur.
Ici, dans mon projet, on sait très bien qu'on peut utiliser le sirop d'érable de qualité pour produire des boissons, pour produire les beurres d'érable, les bonbons. Mais qu'est-ce qu'on fait alors avec le sirop déclassé? Là, on peut faire la fermentation, produire des kombucha, produire du vin. Et si on passe pour la distillation, on peut avoir quand même du whisky. Alors, je vais parler du vin d'érable. Le vin d'érable, c'est un cas très particulier parce que le vin, normalement, c'est un produit produit à partir du raisin. Et là, on va avoir comme principe les sucres à être transformés dans une boisson. Là, on peut utiliser comme source de sucre le sirop d'érable pour produire un vin du Québec, ici, le vin d'érable. La fermentation alcoolique, c'est souvent représenté comme dans cette graphique ici, par exemple. On va avoir la consommation de sucre et la production d'éthanol. Là, on va avoir les croissances des micro-organismes jusqu'à la phase de mort. Et là, c'est comme on peut suivre la fermentation. Une chose très importante aussi, c'est la source de levure utilisée, parce que le même sirop d'érable peut donner de différentes saveurs si on utilise des levures différentes. Un aspect important, c'est la quantité de sucre à la fin, le sucre qui n'était pas converti en éthanol. Et ça va donner une classification de vins. Par exemple, les vins secs, les vins doux. Et ça, tout par rapport à la quantité de sucre à la fin. La partie plus intéressante de travailler avec des aliments, c'est la partie des analyses sensorielles. Dans mon projet, cette roue aromatique ici, je ne sais pas si tout le monde connaît pour les vins, mais on a des roues aromatiques pour classer les vins, un vin qui a un saveur de chocolat, et fruité, boisé. Et là, on va avoir aussi un roue d'érable pour les saveurs du sirop d'érable. Et ça a été très utile pour le développement de formulation du vin. Ici, je vous présente justement qu'est-ce qu'on a fait au laboratoire. On commence avec des petites échelles et on peut évaluer plein de paramètres. On commence avec 30 millilitres de production, de fermentation, avec plein de conditions différentes, avec des températures différentes, des pH différents, le type de la levure, la quantité de sucre qu'on ajoute. Et après qu'on trouve une formulation qui est intéressante, là, on peut commencer à penser à augmenter l'échelle. Ici, je vous présente l'augmentation d'échelle du vin que j'ai développée au laboratoire. Ici, on était allé de 30 millilitres jusqu'à 110 litres, qui c'est déjà l'échelle industrielle de notre partenaire industriel. Et alors, qu'est-ce que nous avons développé? C'était la production de boissons à partir du sirop d'érable de qualité et aussi à partir du sirop d'érable déclassé. Ici, par exemple, dans mon projet, j'ai développé du vin, du kombucha et même des yaourts en utilisant le sirop déclassé. Et je peux vous dire que ce n'était pas vraiment transformer l'eau en vin, ce n'était pas un miracle, mais c'était vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherche et du génie. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline. Super intéressant. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle? Soyez pas gênés. Ah, il y a une question juste en avant ici. Qu'est-ce qui est arrivé en 2023 pour que le sirop soit vraiment mauvais? Donc, je vais répéter la question. Qu'est-ce qui est arrivé en 2023 pour que le sirop soit vraiment mauvais? On peut voir, par exemple, que les quantités de sirop déclassé, ça change beaucoup avec les années différentes. Et on n'a pas une explication exacte pourquoi c'est arrivé. On a plusieurs des hypothèses, par exemple, l'augmentation de la température dans le temps de production de la sève d'érable, des mauvais comportements pendant la production, le manque d'hygiène, ou même des changements métaboliques qui sont déjà dans les arbres d'érable. Parce que la sève d'érable, elle prend beaucoup de temps pour être développée dans les arbres. Et ce n'est pas de tout de suite qu'on va utiliser cette sève. Alors, ce n'est pas exactement l'année de 2023 qui a donné cette
problématique de défaut de saveur, mais tout un historique et plein de facteurs ensemble. Ça fait beaucoup de facteurs quand même. Là. Oui. Il y a beaucoup, mais merci, c'était une super bonne réponse. Donc, je pense qu'on peut lui donner encore une autre main d'applaudissement. Félicitations, Jacqueline.